Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 22, les forces intermoléculaires, première partie. Alors, les forces intermoléculaires, ce sont des forces attractives relativement faibles qui s'exercent entre les molécules par opposition aux forces intramoléculaires comme la liaison covalente ou ionique qui, elles, s'exercent à l'intérieur des molécules, donc entre les atomes. En termes d'intensité, les forces intermoléculaires sont environ 10 à 20 fois plus faibles que les forces intramoléculaires. Et il est important de noter que ce sont les forces attractives qui vont assurer la cohésion des états condensés des non-métaux et des composés covalents, aussi appelés des composés moléculaires, qui se présentent sous forme de solides et de liquides moléculaires. Alors, par état condensé, on parle évidemment de l'état solide et liquide. Et ces états-là, comme on sait, il y a des forces attractives qui vont assurer la cohésion. Alors, selon le type de solide ou de liquide qu'on a, ces forces attractives-là vont être différentes. Dans le cas des solides et liquides moléculaires, eh bien, ce sont des forces intermoléculaires. D'accord, donc des exemples de non-métaux. Par exemple, le soufre, S8, P4, I2, là, donc des éléments qui se présentent sous forme de solides moléculaires aux conditions ambiantes. Pour les composés covalents, par exemple H2O, CH3OH ou H2SO4. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle espèce chimique peut exister dans ces trois états physiques-là, solide, liquide, vapeur. Ça dépend des conditions dans lesquelles elle se trouve. Donc, par exemple, l'oxygène, qui est un gaz dans les conditions ambiantes, on peut le transformer en liquide si on descend la température à moins 183 degrés Celsius, à la pression normale. Donc là, à ce moment-là, il va y avoir des forces attractives qui sont assez fortes pour compenser pour l'agitation thermique. Et si je descends la température encore plus bas, à moins 219 degrés Celsius, bien là, l'oxygène va se transformer en solide moléculaire. OK. L'important de comprendre là, que selon le type de substance qu'on a, c'est pas le même type de liaison qui vont assurer la cohésion. Donc, par exemple, ici, H2O liquide vers H2O gazeux. Alors, ça, c'est l'ébullition là, de l'eau liquide. On va briser les forces intermoléculaires. Pourquoi? Parce que l'eau liquide est un liquide moléculaire. OK. Pour la transformation ici à droite, là, on a le mercure liquide qu'on transforme en mercure sous forme de gaz. Là, à ce moment-là, on brise des liaisons métalliques puisque le mercure est un liquide métallique. D'accord. Donc, il y a deux grands types de forces intermoléculaires. Le premier grand type, ce sont les forces de Van der Waals, dont on va parler aujourd'hui. Et ces forces-là se déclinent en trois sous-catégories. Il y a les forces dipôle-dipôle. Il y a aussi les forces dipôle-dipôle induit. Et les plus importantes parmi les forces de Van der Waals, les forces dipôle instantané, dipôle induit, qu'on appelle les forces de dispersion. OK, l'autre grand type de force intermoléculaire, c'est la liaison hydrogène, dont on va discuter dans la deuxième partie des forces intermoléculaires, donc au prochain sujet. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus les forces intermoléculaires vont augmenter en intensité, plus la cohésion va augmenter et donc plus la chance que notre espèce chimique se retrouve sous forme de solide ou de liquide. D'accord? Donc, autrement dit, là, plus les valeurs de température de fusion et d'ébullition vont augmenter. D'accord, donc les forces de Van der Waals. Le premier sous-type de force de Van der Waals, ce sont les forces dipôle-dipôle qu'on va trouver seulement chez les molécules polaires.
Donc, les molécules qui possèdent un moment dipolaire permanent, alors on sait qu'on a une asymétrie dans la distribution des électrons. Il va y avoir donc un pôle delta moins, là, où il y a une plus grande densité électronique, et un pôle delta plus, donc une partie de la molécule qui est appauvrie en électrons. Donc là, ce qui va se passer ici, c'est que le pôle négatif, donc le delta moins d'une molécule, va en fait s'agencer avec le pôle delta plus d'une deuxième molécule, et ce qui en résulte, c'est une force électrostatique attractive. Okay? Et dans l'ensemble, pour un liquide ou un solide moléculaire qui possède des forces dipôle-dipôle, les molécules vont s'agencer d'une façon à maximiser les forces attractives là, entre delta- et delta+, et à minimiser les forces répulsives delta- ou delta+, delta+. Donc, ça va essayer de trouver, les molécules vont essayer de trouver un compromis là, pour maximiser les forces attractives, et ça va nous donner là, la structure de notre réseau cristallin. OK, deuxième sous-catégorie des forces de Van der Waals, les forces dipôle induit. Celles-là sont plus rares parce qu'elles vont seulement s'exercer quand on mélange deux espèces chimiques entre elles. Une des molécules doit être polaire, donc posséder un moment dipolaire permanent, et la deuxième doit être absolument non polaire. Et là, ce qui va se passer, c'est un phénomène de polarisation. Alors, ici, j'ai la molécule polaire là, qui possède un moment dipolaire permanent, donc une asymétrie dans la distribution des électrons. Et ici, là, j'ai, sous forme de sphère, représenté une molécule non polaire. Donc là, en fait, la sphère représente là, la densité électronique qui est essentiellement symétrique. Et ce qui va se produire, c'est que le dipôle de la molécule polaire va interagir avec le nuage électronique de la molécule non polaire, et on va avoir un phénomène de polarisation. Donc, la molécule polaire va induire un moment dipolaire chez la molécule non polaire. On va appeler ça un moment dipolaire induit. Et la résultante de ça, c'est une force électrostatique, donc très similaire aux forces dipôle-dipôle, où on va avoir un delta plus aligné avec un delta moins pour générer une force électrostatique attractive. OK, dernier sous-type des forces de Van der Waals, les forces dipôle instantané, dipôle induit, qu'on appelle les forces de dispersion ou les forces de London. Ça, c'est un autre nom qu'on leur donne. Alors, ce sont les plus importantes des forces de Van der Waals. Pourquoi? Parce qu'elles sont omniprésentes. Donc, elles sont présentes dans toutes les molécules, qu'elles soient polaires ou non polaires. D'accord? Dans le cas des molécules non polaires, bien, ce sont les seuls types de forces attractives dont elles peuvent bénéficier. OK, donc comment est-ce qu'elles vont s'exercer? Eh bien, si je prends une molécule qui est non polaire, donc une densité électronique essentiellement symétrique, puisqu'on sait que les électrons circulent à tout instant, là, donc si je prends la densité électronique à un moment instantané, il est possible qu'on observe un moment dipolaire instantané. Donc, par exemple, si les électrons se retrouvent à un endroit de la molécule, là, donc plus à droite qu'à gauche à un instant donné, eh bien, pendant cette fraction de seconde, je vais pouvoir mesurer un moment dipolaire instantané. Donc, qui va se défaire spontanément là, à la fraction de seconde suivante. Et bien entendu, dans l'ensemble, en moyenne, la densité électronique est symétrique. D'accord? Donc, le moment dipolaire moyen est nul, mais à un moment instantané donné, je peux observer une polarisation. Et ce moment dipolaire instantané va pouvoir interagir avec une autre molécule non polaire avoisinante. Et là, il peut y avoir le phénomène de polarisation. Alors, suite à la polarisation, ben, le moment dipolaire instantané qu'on observe en une fraction de seconde va pouvoir générer une force attractive avec
le moment dipolaire induit d'une molécule avoisinante. D'accord? Alors, c'est comme ça que s'exercent les forces de dispersion. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à tout instant, là, à toute fraction de seconde, on a des dipôles induits instantanés qui se forment et se déforment. Et ces dipôles instantanés là, vont pouvoir générer des dipôles induits chez les molécules avoisinantes. Okay? Donc, ces forces-là se forment, se déforment à tout instant. Et ben, dans l'ensemble, on a une force attractive globale qui est générée. Là. Donc, ça génère de la cohésion. OK. Qu'est-ce qui va influencer les forces de dispersion? En fait, ces forces-là vont dépendre de la polarisabilité de la molécule ou de l'atome. Donc, qu'est-ce que la polarisabilité? C'est la capacité qu'a un atome ou une molécule par rapport à son nuage électronique à être déformé, donc à être polarisé. Et ce qui va jouer là-dessus, c'est essentiellement le nombre d'électrons dans le nuage électronique. Alors, plus j'augmente le nombre d'électrons dans la molécule ou l'atome, plus le nuage électronique peut être déformé, donc polarisé. OK? Donc, autrement dit, là, ce qu'on peut regarder, c'est soit la masse molaire ou la taille de la molécule, qui a une corrélation directe avec le nombre d'électrons. Et donc, comme la masse molaire et la taille, là, quand ça augmente, la polarisabilité va augmenter. Donc, l'intensité des dipôles instantanés et des dipôles induits qui vont en résulter vont être plus forts. Donc, les forces de dispersion vont augmenter. Et donc, l'intensité des forces de dispersion, puisqu'elles augmentent avec la masse molaire, ça va nous permettre de classer, par exemple, différentes espèces en ordre croissant de température de fusion. Donc ici, j'ai des hydrures de carbone, pas les hydrures, pardon, des halogénures de carbone, donc CBr4, CI4, CF4, CCl4. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir les classer progressivement. Là. Donc, le CF4, c'est celui qui a la masse molaire la plus faible, donc le nombre d'électrons le plus petit, polarisabilité le plus faible de tous. Température de fusion, c'est moins 150 degrés Celsius, donc c'est définitivement un solide aux conditions ambiantes, suivi de CCl4, qui lui, je crois, est un liquide aux conditions ambiantes. Et ensuite, on va avoir CBr4, qui lui est un solide, et idem pour le CI4, mais qui a une température de fusion encore plus élevée. Donc, augmentation croissante de la masse molaire, ça veut dire les forces de dispersion augmentent de façon progressive et ça se reflète sur la cohésion, donc sur les températures de fusion comme on voit ici. On peut noter là, que les espèces chimiques que j'ai choisies dans mon exemple là, sont tous des molécules non polaires, donc les seules forces attractives là, qui peuvent être impliquées dans la cohésion sont les forces de Van der Waals de type de dispersion. OK, si on regarde un petit peu les non-métaux dans le tableau périodique, à la lumière de ce qu'on vient de voir par rapport aux forces de dispersion, on va pouvoir expliquer pourquoi certains éléments se trouvent sous forme gazeuse, certains éléments se trouvent sous forme de liquide ou sous forme de solide. Donc, par exemple, si on regarde les petites molécules là, H2, N2, O2, F2, Cl2 là, qui ont des masses molaires très faibles, compte tenu que les forces de dispersion à ce moment-là sont très faibles, eh bien, et elles vont se présenter aux conditions ambiantes sous forme de gaz. Même chose pour les gaz nobles là, qui vont se présenter sous forme de gaz atomique. Okay? Donc, pour ces éléments-là, la polarisabilité est très faible. Donc, l'élément va se présenter sous forme de gaz. OK. On peut noter aussi au passage là, que les forces de dispersion sont les seules forces intermoléculaires qui peuvent assurer la cohésion des non-métaux, là, compte tenu que dans chacun des cas, on parle d'espèces chimiques, soit des atomes ou des molécules non polaires. OK. Quand on augmente la masse molaire là, de la molécule, donc par exemple, si j'arrive à P4, où là j'ai 4 atomes de phosphore là, formant une petite molécule, ou S8, SE8,
Br2I2. Là, la cohésion est un petit peu plus forte. C'est pour ça là, qu'on retrouve des solides. Donc, phosphore, soufre, sélénium et I2, on sait que ce sont des solides moléculaires. Et le Br2, lui, est un liquide moléculaire. Donc ça peut être expliqué à partir des forces de dispersion. Okay? Donc, quand la polarisabilité est haute, quand la masse molaire devient assez élevée, à ce moment-là, l'élément se présente sous forme de solide ou de liquide moléculaire aux conditions ambiantes, bien entendu. D'accord, donc là, ici, j'ai inclus un exercice qui va nous permettre de commencer une révision sur ce qu'on a vu à propos des différents types de substances dans ce cours-ci. Et là, l'idée, c'est d'identifier le type de substance à partir de la formule chimique et d'indiquer le type de forces attractives qui vont assurer la cohésion. Donc ici, C6H6 liquide, donc ça, c'est le benzène liquide. Et donc, c'est un composé qui est covalent. Donc, on parle ici d'un liquide moléculaire. Et le type de force attractive impliquée ici, là, ce sont des van der Waals et spécifiquement de type dispersion. MgO, donc ça, on sait qu'on a un métal et un non-métal, et le nombre d'oxydation du métal ici est de +2. Donc, c'est un solide ionique. Et ce qui va assurer la cohésion ici, c'est la liaison ionique. Donc, la liaison ionique dont l'intensité augmente avec la charge des ions. Alors là, on a un cation 2+ et un anion 2-. Donc, on va avoir une cohésion très élevée pour le MgO. OK, PF3 à l'état gazeux. Donc, PF3, c'est un composé qui est covalent. Donc là, ici, on parle d'un gaz moléculaire. Et compte tenu que l'état physique ici, c'est gazeux, il n'y a aucune force attractive qui assure la cohésion. Donc, on a quand même des liaisons covalentes entre les atomes de phosphore et de fluor, mais compte tenu que toutes les molécules sont indépendantes les unes des autres, on n'a pas de cohésion ici, il n'y a pas de force attractive entre les molécules. S8 solide, donc comme on vient de voir, lui c'est un non-métal et c'est donc un solide moléculaire. Et ce qui assure sa cohésion, ce sont les forces de Van der Waals de type dispersion comme on vient de voir. Lithium solide, ça c'est un solide métallique. Donc, ce qui assure la cohésion, c'est la liaison métallique. Et l'intensité de la liaison métallique, comme on sait, augmente avec le nombre d'électrons de valence délocalisés. Dans le cas du lithium, c'est juste un électron, donc le lithium est relativement mou. Ensuite, C18H38 solide. Donc là, encore une fois, une formule moléculaire d'un composé qui est covalent. Donc, on parle ici d'un solide moléculaire dont la cohésion va pouvoir être expliquée par les forces de Van der Waals de type dispersion. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer les forces intermoléculaires au prochain cours avec les liaisons hydrogènes. Mais c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.